Bonjour à tous. Nous vous présentons du coup le projet Rakuten que nous avons mené dans le cadre de la formation Data Scientist. Donc Rakuten, comme vous le connaissez, est une marketplace qui permet aux particuliers comme aux professionnels de vendre leurs, produits, en ligne sur les sites e-commerce. C'est une marketplace qui est très volumineuse avec des plusieurs millions de produits. Donc là, on a une petite vidéo, de démo qui vous montre, notamment quelques produits qu'on a pu retrouver, dans le dataset qui a été proposé. L'objectif du projet, résoudre une classification multimodale basée à la fois sur les textes et l'image à grande échelle, parce qu'on avait quasiment 1 million de produits, donc c'est un dataset assez conséquent. Pour la partie exploration de données sur laquelle je vais aller assez rapidement, les objectifs pardon, définir le contexte et périmètre du projet, analyser, les structures, les difficultés éventuelles et les biais du dataset et mener quelques représentations graphiques, pour voir comment on peut traiter et comment on peut quelle approche, utiliser. En termes de variables, les variables explicatives, nous avions la désignation avec des doublons à hauteur de 3, des descriptions avec 9 de doublons et des images avec 7 de doublons. À savoir qu'il n'y avait aucun produit au global avec toutes les différentes variables qui étaient en doublon. La variable à expliquer, donc le product type code qui permet en fait de classifier les produits, pour permettre après aux internautes de retrouver, le produit qu'ils recherchent. En termes de données manquantes, nous avons observé des descriptions avec une grande volumétrie, d'absence de données, à hauteur de 35 qui s'explique en fait parce que le champ n'était pas obligatoire. Donc un champ, qui n'est pas obligatoire, entraîne nécessairement une, incomplétion de données. Nous avons observé une grande disparité, au niveau du jeu de données. Donc on avait un jeu de données avec 27 classes qui était très déséquilibré, avec des ratios de l'ordre de facteur de 10 entre la classe la moins représentée et celle la plus représentée. En termes de contenu, par rapport aux titres, ce qu'on a pu observer en fait, c'est que 99 des produits avaient des titres très courts, de quelques mots seulement, et 150 produits avaient des titres vraiment très, très complets, entre 4000 et 7000 mots. Je vais maintenant passer la main à Édouard pour la modélisation textuelle. Merci Kevin. Alors, on aborde la modélisation du texte seul, qui était ici écrit en langage naturel. Donc, ça implique de passer par une première étape de nettoyage et tokenisation du texte. Pour rappeler, montrer, illustrer ce que ça recouvre, on a mis en place un widget qui montre comment du texte, voilà, peut être raffiné. Ça va consister à définir, sélectionner, uniformiser les parties du texte qu'on souhaite mettre en input plus tard de nos modèles de machine learning. Une fois qu'on a nettoyé le texte et tokenisé, on passe à une étape de numérisation. Deux méthodes essentielles pour ce faire. La première, la plus directe, c'est sac de mots. Pareil, sur un petit exemple, on a voulu montrer ce que ça représentait. Donc, quelques annonces. Ça va aboutir à une représentation creuse où finalement les mots du vocabulaire sont simplement comptés dans les annonces. Et c'est un processus qu'on peut déjà un peu raffiner en tenant compte de la fréquence d'apparition des tokens dans l'ensemble du corpus. En fait, si un token est trop présent dans notre contexte, ce serait par exemple des mots comme qualité, vendre, état, un petit peu trop récurrents dans l'ensemble des annonces et qui n'auraient pas forcément une valeur significative pour la classification. Eh bien, ces mots-là seraient donc, leur impact serait diminué. Une autre méthode de numérisation des tokens qu'on a exploré, c'est le plongement lexical. Là, cette fois-ci, c'est pas une représentation creuse, mais une représentation dense dans laquelle on cherche à retranscrire le sens que comporte chacun des tokens. Sur les quelques tokens qu'on a pu voir au-dessus, on a montré le top 5 des embeddings les plus proches en termes de cosinus similarité. Et on peut voir que sur ces tokens-là, bah, le champ sémantique est plus ou moins bien appréhendé, ce qui montre qu'il y a un certain succès dans cette modélisation dans cette méthode. Et donc ensuite, on passe à la partie modélisation et là, on a appliqué bon, bah, tous les algorithmes de machine learning classiques et on s'est rendu compte que, par exemple, le classificateur bayésien naïf apportait déjà de bons résultats très efficacement, mais on en a essayé plein d'autres, machine à vecteur de support linéaire, logistic regression, random forest, et on a atteint des accuracies quantitativement qui vont se situer dans les 70%, qui plafonnent un peu à ce niveau-là. Donc les algorithmes les plus élaborés obtiennent les meilleures accuracies, mais on arrive un peu
à ce plafond-là, ce qui est objectivement bon dans la mesure où, à nouveau, la matrice de confusion le montre bien, on a 27 codes produits, donc 26 chances de se tromper pour chaque cas. Euh, et, et quand on regarde les erreurs produites, on se rend compte que c'est souvent le même type d'erreur. Alors, une source majeure d'erreur qu'on a identifiée, on va aller regarder dans l'interprétabilité un peu plus bas sur quelques exemples, c'est quand les labels sont très proches, un peu difficilement discernables. Ici, le premier exemple, ensemble repas de jardin, table, plateau en verre, chaise en aluminium. Lime, puisque c'est l'outil qu'on a utilisé pour l'interprétabilité, réussit à bien s'en sortir. Il comprend que les mots jardin et aluminium poussent dans le bon sens, dans la bonne prédiction qui est jardin extérieur, plutôt que la catégorie concurrente qui serait décoration, qui aurait pu être malencontreusement associée. Dans le cas en dessous, cette fois-ci, c'est un peu un échec pour l'algorithme. Bouée, fauteuil pour bébé, siège gonflable, piscine et mer. Là, il a été perturbé par l'emploi des mots piscine et gonflable qui l'ont mis dans la mauvaise catégorie, en l'occurrence piscine, alors qu'il s'agissait d'un jeu. Bon, on voit aussi sur cet exemple que parfois la frontière est un peu trouble et qu'il y a des exemples qui peuvent prêter à confusion. Et donc, au bilan, le texte apporte déjà des résultats efficaces et satisfaisants, mais on voit qu'on peut les améliorer en prenant mieux en compte le contexte, des choses qu'on verra un peu plus tard dans cette présentation avec des techniques transformers. Et une autre source majeure finalement d'erreur, ça a été tout simplement quand le texte était très imprécis, lacunaire, et que finalement l'annonceur juge que la photo de son produit parle d'elle-même, ce qui nous invite à regarder la classification image juste après. Je laisse la main à Hugues sur cette partie-là. Merci Guillaume. Oui, donc on passe à la modélisation image. Donc, les images sont des données complexes, structurées en matrices tridimensionnelles et grâce au deep learning, et en particulier les réseaux de neurones convolutifs, le CNN non abrégé. Le traitement des images a fait un bond en avant. Euh, les CNN structurés en plusieurs couches de convolution, d'activation, de pooling et de normalisation permettent d'extraire des caractéristiques de plus en plus complexes des images. Donc, pour la classification de ces images, on a essayé plusieurs approches de CNN. Le net, un des premiers CNN, a montré ses limites de 26% d'accuracy avec avec du surremplissage. Donc, nous avons essayé d'autres approches de transfer learning comme VGG16 et de modèles DiffusionNet. Il va, en dessous, vous verrez les résultats qu'on a obtenus. Que VGG16 a obtenu un meilleur résultat d'environ 103% d'accuracy et de score F1. Pour comprendre les résultats de nos modèles, nous avons créé des heatmaps pour les trois modèles. Du coup, on a observé que les modèles où nos modèles se sont trompés le plus, c'était des modèles qui ont beaucoup de similitudes. Par exemple, qui ont la même catégorie, mais une sous-catégorie différente. Et on passe à l'interprétabilité. Donc, pour ça, nous avons utilisé deux techniques. La première est Lime. Lime segmente des images en superpixels et les prédictions sont réalisées sur ces superpixels pour déterminer la prédiction globale. Ici, on a un exemple d'un cahier appartenant à la classe fourniture papeterie, la classe 2522. Vous voyez, en deuxième image, ce sont des superpixels réalisés. En troisième image, on voit les superpixels associés seulement à la classe prédite, qui était correcte au final. Et la deuxième technique, c'est GradCam. GradCam, quant à elle, utilise le gradient de la sortie de la classe cible pour produire une carte de chaleur indiquant les régions les plus influencées sur la classe finale. Ici, on a un exemple de livre appartenant à la classe 10, donc fourniture et manuel scolaire.
Du coup, avec IffiCNet B4, vous voyez que les zones d'intérêt sont les zones de texte, alors que avec 4cam, ces zones d'intérêt sont beaucoup moins claires. Donc, pour conclure, on voit, on voit que les scores de nos modèles d'images sont nettement inférieurs à nos modèles de texte. Donc, d'une partie, c'est lié au fait que ouais, certaines classes sont très similaires et c'est difficile même à distinguer par un humain. Et, enfin, les prédictions d'image ne sont pas un but en soi, mais c'est pour améliorer les prédictions de texte. Et il nous ouvre la voie à l'utilisation des modèles multimodaux. Donc, ouais, on passera à la classification multimodale. Merci. Bien. Donc, effectivement, le projet Rakuten nous a invité très fortement à utiliser les techniques multimodales pour deux enjeux. Donc, le premier enjeu, évidemment, comme on l'a vu sur les techniques unimodales, c'est d'améliorer la performance en essayant d'extraire de la richesse informative intramodale et peut-être aussi améliorer effectivement la satisfaction client en essayant de mieux flécher les classifications de produits, peut-être sur nos associations cognitives, texte et images, peut-être améliorer le confort lors de la sélection des produits de la part du client ou du vendeur. Donc, on a exploré deux techniques qu'on verra un peu opposées, la fusion précoce et fusion tardive. Fusion précoce, où effectivement, au niveau des données, des modalités, nous allons chercher à extraire des déterminants communs pour généraliser dans un seul modèle et avoir une décision unifiée, contrairement à la fusion tardive, où là, on va plutôt faire une consolidation des prédictions ou des décisions à partir des N décisions issues des modèles unimodaux et à laquelle on va appliquer un opérateur d'agrégation ad hoc pour améliorer nos performances. On voit que ces deux techniques, donc, elles sont intéressantes parce qu'elles sont au niveau des forces et des faiblesses, en fait, complètement opposées. La généralisation de la fusion précoce, puisqu'effectivement, on prend dès le départ au niveau de la donnée, va permettre une grande généralisation et peut-être une grande richesse à capturer, donc une meilleure performance, au détriment peut-être d'une certaine robustesse, puisqu'effectivement, on peut avoir des problèmes de modalité bruitée, voire d'effondrement de modalité. Par contre, pour la fusion tardive, effectivement, bah, on va avoir justement cette robustesse au détriment un peu d'une performance vraiment améliorée. Donc, c'était intéressant ces deux techniques parce que du coup, on a bien sûr un jeu de données assez déséquilibré, mais en plus, on a un défi spécifique justement entre le texte et l'image. On voit par exemple dans la première colonne que pour la partie texte, alors on voit pas très bien, mais là, donc il y a bien le mot piscine sur la première colonne donc, qui apparaît bien et l'image est assez en alignement de contenu informationnel par rapport au texte, puisqu'on voit effectivement la piscine très clairement. Dans la deuxième colonne, on voit qu'il y a une information déséquilibrée où le mot bâche dans la partie texte est présent. Par contre, on n'a que la couleur grise dans la partie image. Et à l'inverse, parfois les images sont un contenu informatif plus intéressant, puisque dans le cas des jeux, par exemple, ici on a, je dirais, une scénariographie assez caractéristique des pochettes de jeux qui sont qui se ressemblent beaucoup. Par contre, on n'a pas du tout le mot jeu ou dans la partie du titre de la partie de texte. Donc, concernant nos modèles, en fait, on a fait l'apprentissage de trois modèles, deux en fusion précoce et en fusion tardive. Le premier modèle en fusion précoce, on a utilisé tous les artefacts qui étaient à notre disposition pour avoir la meilleure performance. On a fait du transfer learning, de l'encodage, de l'utilisation de transformers avec BERT, avec une association de LMST aussi pour essayer d'avoir un meilleur gradient au niveau de l'apprentissage. Concernant donc notre deuxième modèle, on a fait un modèle aussi en fusion précoce beaucoup plus simple. On a fait l'apprentissage complet au niveau de la partie texte et on a utilisé uniquement le transfer learning sur la partie image. Et le troisième modèle, donc en fusion tardive, où là on est revenu sur le modèle BERT sur la partie texte et en transfer learning aussi sur la partie image. Et on a effectivement utilisé un opérateur d'agrégation assez simple. On a effectivement mis plus de poids au niveau des probabilités sur la partie texte, parce qu'effectivement, ça nous donnait effectivement des prédictions, en tout cas des résultats de prédiction qui étaient nettement améliorés avec un opérateur assez simple. Donc, on a choisi cet opérateur. Donc, on le voit effectivement au niveau des résultats. On a été agréablement surpris que dans ces deux techniques, on a eu des améliorations sensibles au niveau du score
au niveau du score qui était demandé dans le projet Rakuten. Et donc, du coup, on aurait aimé, donc en conclusion, avoir peut-être une nouvelle étape d'interprétabilité pour regarder où était la richesse d'informations capturées à travers ces deux modélisations, enfin ces trois modélisations et ces deux techniques. Donc, bon, par manque de temps, on l'a pas fait, mais ceci dit, il y a donc une petite application qui nous permet d'avoir des études comparées avec des données singulières que vous présentez en tout. Oui, merci Guillaume. Donc pour le coup, effectivement, c'était important pour nous après des heures à étudier les librairies TensorFlow, les librairies Scikit-learn, des heures à coder, des heures à lancer nos modèles d'apprentissage, d'avoir un effet visuel et d'avoir un effet qui ressemblait le plus possible à ce qu'on allait trouver sur des sites de vente en ligne comme Rakuten pour le coup ou comme Le Bon Coin. Pour ce faire, on a utilisé, on a décidé pour l'architecture de l'API d'utiliser un container Docker pour faciliter la mise en production et pour lier en fait notre back-end qui est utilisé avec FastAPI, notre front-end avec Streamlit. Les deux sont liés, les deux images sont liées avec un fichier Docker Compose. Et comme ça permet à l'utilisateur de récupérer notre fichier et avec une simple ligne de commande, de voir son back-end et son front-end se lancer simultanément et d'avoir directement accès à notre API. On a décidé de vous faire une démonstration par vidéo pour simplifier un peu la présentation. Donc, bienvenue sur le site de vente en ligne Rakuten. Donc, nous, on vous propose la possibilité de mieux vendre votre objet grâce à une meilleure classification de votre objet. Et donc, on propose un top 3 des meilleurs objets. On a la possibilité de choisir entre le français ou l'anglais, ce qui va avoir une incidence sur les stop words et sur la lématisation des mots. On a la possibilité d'effectuer un choix entre trois modèles, un modèle texte, un modèle image, un modèle multimodal. Et en fait, on invite l'utilisateur à rentrer le titre de l'objet qu'il souhaite vendre et ainsi qu'une description et d'insérer son image, d'envoyer ça au back-end qui va assez rapidement retourner donc la prédiction, donc les top 3 prédictions. Et donc là, on voit que pour le marteau, il nous fait une classification qui est plutôt bonne puisqu'on est dans le bon groupe, bricolage, jardin, animalerie, et le sous-groupe bricolage, avec une probabilité de 76%. Donc là, on n'est que sur le mode texte, hein, et on voit par contre que les top 2, top 3 sont pas terribles, puisqu'on est piscine et spa et décoration immobilier, ce qui correspondait pas forcément avec le marteau. Et pour le coup, on se dit qu'éventuellement, avec le modèle multimodal qui est plus robuste et qui va peut-être nous permettre, effectivement, et on va le voir, de classer mieux notre top 2, top 3. Donc, on est aussi sur une bonne classification de groupe, donc bricolage, jardin, animalerie et bricolage, avec une probabilité qui est plus faible cette fois-ci, 46%. Mais par contre, on voit que les top 2, top 3 sont plus intéressants et en tout cas sont des éléments que peuvent éventuellement sélectionner l'utilisateur. Donc, on améliore en fait les choix qu'on lui donne. On va faire un deuxième essai avec un modèle cette fois-ci en anglais d'un vélo électrique. Et là, on va voir qu'avec le modèle texte, on aura un résultat qui est plutôt faible. On aura 20% seulement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans le dataset qu'on avait, sur lequel on a été amené à travailler, donc plus de 86 images, ça a été dit, on n'avait pas de catégorie sport. Donc forcément, notre modèle a du mal à le classer dans la catégorie sport et va le mettre dans la catégorie, la seule catégorie où il y avait des vélos, c'était la catégorie enfant puriculture. Il y avait quand même une catégorie dans enfant puriculture, on le verra après, sport et éléments d'extérieur. Et ça, le modèle image va, lui, bien mieux le classer que notre modèle texte. Euh, mais l'idée de vous mettre cet exemple, c'était pas anodin en fait. C'était l'idée de montrer que on a travaillé finalement sur 27 classes, sachant que le site Rakuten, on utilise lui beaucoup plus, puisqu'on est à plus de 60 classes largement, et qu'on se rend compte que, si on avait voulu vraiment travailler sur l'ensemble des datasets et en tout cas l'ensemble des données qu'avait Rakuten en sa possession, ça aurait demandé, surtout pour les modèles multimodaux et les modèles qui sont liés au deep learning, une grosse quantité de ressources. Alors la question qui peut se poser par rapport à ça, c'est la ressource qu'on demande est-elle nécessaire par rapport aux résultats souhaités? Dans notre cas, en fait, on se rend compte que Rakuten, pour eux, le seul intérêt, c'est que l'utilisateur ait des classifications qui soient précises et en tout cas un top 3 qui soit efficace. Et dans ce cas-là, effectivement,
il est beaucoup plus intéressant de passer par du deep learning parce qu'on n'a pas besoin d'interprétabilité. La question serait complètement différente si on était dans un domaine où l'interprétabilité est beaucoup plus importante, comme la médecine, où là, on a besoin d'expliquer le pourquoi de nos résultats. J'en conclurai sur ça et je laisse à Kevin le soin de conclure pour le projet. Donc on a pu voir, merci Antoine, on a pu voir à travers la démo que c'est un outil en fait qui permet d'aider à la décision de choix de classification aux vendeurs de leurs produits. Premier apprentissage pour nous, ça a été un projet très riche et très complet qui nous a permis de revoir une grosse partie des modules vus au sein de la formation et même d'aller plus loin avec la classification multimodale. Deuxième point très important et très intéressant, c'est qu'on s'est approché d'un cas vraiment très classique de l'e-commerce via la marketplace. Donc là, aider un vendeur à catégoriser son produit, c'est valoriser sa visibilité sur le web, notamment via les moteurs de recherche, que ce soit les moteurs de recherche Rakuten comme Google. Et le dernier point sur lequel je voudrais terminer, c'est que c'est aussi un gain pour la personne qui cherche un produit et qui cherche à acheter. Ça diminue les irritants, c'est-à-dire que si je vais rechercher un vélo et que je tombe sur un ballon, forcément, je vais me dire il n'est pas très sérieux ce site. Et donc, cette aide à la décision sera très bénéfique pour donner de la visibilité aux annonces des vendeurs. Ok, bah ça marche. Bah, merci beaucoup pour votre présentation. Timing quasi parfait. Je pense qu'on a fait 21-22 minutes. Donc ça, c'est top. Et bah, ça va avec l'ensemble du projet. Le projet est vraiment excellent. J'avoue que vous aviez vraiment tout traité. Vous êtes allé hyper loin, surtout avec tout ce qui était partie multimodale avec à la fois images et texte. Non, c'est vraiment super clair. Je suis bien tout ce que vous avez pu faire. J'ai quelques questions qui me venaient, mais à chaque fois vous y répondiez, notamment toute la partie interprétabilité dont vous avez parlé à la fin. Donc j'avoue qu'il n'y a pas énormément de questions à poser parce que vous avez tout traité. Peut-être juste par rapport à vos modèles sur les images, il peut arriver que parfois il y ait du texte sur les images. Est-ce que vous avez pris en compte du coup ce pré-traitement du texte pour extraire l'information des images? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a étudié. Francesco nous avait parlé de deux librairies pour ce faire. Il y avait Docter et c'est pas été Tesseract finalement que perso j'avais utilisé. Mais finalement, bon, bah, il y avait beaucoup de textes où c'était quand on extrayait, déjà il y avait pas un taux de succès qui était énorme et quand c'était extrait, il y avait énormément de bruit. Donc ça faisait saturer les modèles et la performance texte, elle était diminuée dans ces cas-là. Finalement les annonces, ce que l'annonceur dit dans son texte descriptif, même si parfois c'est un peu à côté de la plaque, la plupart du temps, non, vu qu'il a intérêt à ce que son produit soit vendu, il y a les informations pertinentes qui sont dedans. Alors que quand on va extraire le texte, parfois on va avoir les titres des livres. Quand ça va être des objets un peu bazar, ça va être 3 pièces, etc. Des choses qui sont pas utiles pour la classification. Ok. Ok, ok. Du coup, finalement, pas d'informations pertinentes. Et ouais, vous avez même pas pu utiliser du coup ce texte extrait comme variable explicative en plus ou quelque chose comme ça. Ok, ok, ok. Mais du coup, ouais, c'est bien que Par vous ayez contre, pu tester la chose et voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Par contre, il me semble qu'effectivement, quand on a utilisé GrabCAN et les modèles, oui, pardon, c'était juste un complément d'information. Quand on a utilisé GrabCAN, effectivement, enfin, l'interprétation sur nos images, on a vu quand même que les modèles s'intéressaient en particulier au texte. Il y avait sur les cartes chaudes, effectivement, quand même. Donc, il y avait un intérêt, effectivement, à utiliser ces techniques quand même, à essayer d'extraire le texte. Ok, 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 ça marche très clair. Bah, j'avoue que c'est à peu près la seule question que j'ai parce que vous avez vraiment répondu à tout et tout testé. Je sais pas si Francisco, tu as quelque chose à ajouter. Euh, non, bah, j'ai pas de questions, mais pour moi, le projet est excellent. C'était un exercice complexe. Je pense que c'est le projet le plus difficile qu'on a. Et vous avez fait un super travail, vraiment remarquable. Probablement, je pense que c'est parmi les meilleurs projets Oui, en de ceux absolu. que j'ai vus, vraiment. Et donc, super. Et il y a un élément super, c'est qu'il y a une vision produit derrière le modèle. On voit dans quel contexte on pourrait déployer le modèle. Et on pourrait éventuellement avoir des KPI pour ensuite évaluer le modèle une fois qu'il est mis en production en termes de produits. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte que
l'utilisateur puisse renseigner de manière plus précise le produit et donc cela pourrait faciliter les achats. Et voilà, donc c'était vraiment super, vous avez fait un travail remarquable. Et donc voilà, félicitations encore et n'hésitez pas du coup à donner des nouvelles à travers LinkedIn ou Slack dans le futur.